Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Brestois, Brestoise, fin d'une nouvelle saison pour le Stade Brestois, fin d'une nouvelle saison pour Brest-Tonnerre. Bienvenue pour cet épisode 122 de votre podcast préféré où je suis rejoint naturellement par Yann, par Fanche. Comment, messieurs, allez-vous aujourd'hui pour cette dernière de la saison 6 de Brest-Tonnerre? Eh ben, écoute, ça va très bien. Ravi d'être acteur dans mon podcast préféré. Ça fait toujours plaisir. Ça fait 6 ans, mine de rien, et on va en parler. C'est une très belle saison qui vient de s'achever, encore une fois. Exactement. On ne pensait finalement jamais les faire, ce genre de podcast. Bon, évidemment, là, ce sera le bilan de fin de saison, donc techniquement, on les fait tout le temps, mais on n'aurait pas imaginé discuter de sujets comme la Ligue des Champions, quand on a démarré le podcast, Fanche. C'est comme des belles émotions, des belles choses. Effectivement, on était plutôt préparé à parler de Brest-Nîmes ou de Dijon-Brest. Et figurons-nous que Dijon est en national, Nîmes n'existe quasiment plus. Et nous, on était en Ligue des Champions cette année, donc ne boudons pas notre plaisir. Mais c'est vrai que ces 6 années de podcast sont passées vite. Exactement. Faut pas bouder le plaisir, il faut pas bouder la tombola non plus. C'est important. On reste droit dans nos bottes, on reste avec notre identité. Exactement, Ligue des Champions ou pas, 52 millions qui rentrent dans la besace ou pas. Il y a quand même les petits bénéfices qui restent importants d'être faits, et n'hésitez pas bien sûr à acheter vos tickets. Naturellement, c'est important. Visiblement, la survie du club se joue ici. Messieurs, petit bilan de cette saison avec, vous l'avez vu sur Twitter, c'est un peu la tradition, tous les clubs ou plutôt les comptes Twitter de clubs entre guillemets de supporters font ça. Un petit bilan de fin de saison avec la note collective, le meilleur joueur, révélation, etc. Donc nous, on va passer également en revue toutes ces catégories. On commencera par la note collective, meilleur joueur, révélation, meilleur recrue, moins bon joueur, puis on passera aux catégories un peu plus football, un peu plus match, on va dire, avec meilleur match, pire match et plus beau but, ainsi que le meilleur moment de la saison, peut-être le pire aussi, mais ce serait peut-être l'occasion de finir sur un point positif. Commençons tout de suite quand même par une note collective, donc peut-être un petit bilan déjà du Stade Brestois, donc cette saison avec une 9e place en Ligue 1, entre guillemets 16e de finale de Ligue des Champions, un quart de finale de Coupe de France. On pourrait donc penser que la note va être extrêmement haute. Fanche, toi tu es quand même un expert de la note, c'est vrai que c'est un peu ton quotidien, les notes. Et oui, alors on va se tourner vers toi directement pour la note avec un grand N, bien sûr. Généralement, pour mettre des notes, lorsque je crée mes contrôles, un barème, bien sûr. J'ai un barème. J'ai un barème qui est très très facile à suivre. Enfin, en tout cas, surtout pour les petites classes, pour quand c'est des dissertations, ce genre de choses, c'est un peu plus compliqué. Alors la note que j'attribue. Est-ce que la saison n'est pas une grande dissertation finalement? Tout à fait, avec un plan extrêmement détaillé et beaucoup de rebondissements à l'intérieur. Mais je préfère regarder une saison de foot que corriger une dissertation, si jamais tu veux tout savoir. La note, alors je sais même plus exactement si j'avais quand on en avait parlé, laquelle j'avais donné. Enfin, j'hésite entre deux. Moi, c'était du coup, je vais couper la poire en deux. C'est un 13,5. Ça peut paraître bas et assez faible, mais je pourrais me justifier sur les catégories suivantes. 13,5, pourquoi? Parce que je trouve que 13,5 déjà c'est une bonne note de manière générale. Je peux monter jusqu'à 14 si jamais vraiment vous voulez. Il y a des choses qui me font un petit peu baisser cette note, notamment pas mal de trous d'air dans la saison qui peuvent s'expliquer. Je ne vais pas rappeler les matchs, Montpellier, Auxerre, Angers, etc., mais qui ont vraiment, même Nice pour finir la saison, qui resteront quand même des images marquantes de cette saison. On s'en souviendra comme une saison avec des moments forts, mais également des moments très très bas. Et j'ai pas nécessairement apprécié ces moments-là. Également le match contre Dunkerque, qui pour moi on ne doit jamais le perdre, surtout quand on voit des clubs comme Crystal Palace battre City en finale de la Cup ou Bologne gagner contre Milan en finale de la Coupe d'Italie. Je me dis que
Effectivement, on avait 99% de chances de perdre contre le PSG en demi, mais ça aurait été bien de se donner cette chance-là aussi. Donc, il y a eu le scénario du match contre Dunkerque de manière générale qui m'a pas du tout plu, et également le fait de pouvoir jouer l'Europe jusqu'au mois d'avril à peu près, de voir des défaites contre Lens, des défaites un peu agaçantes à ce moment de la saison également. Voilà, c'est un 13-14, on va dire. Allez, je reste sur un 14. Parce qu'il y a quand même eu de très bons moments. La Ligue des Champions nous a fait vivre des super souvenirs. Mais j'ai pas de suffisamment de moments forts en championnat comme j'ai pu en avoir l'année dernière. Tu vois, l'année dernière, j'aurais mis une note un petit peu supérieure, je pense, à l'ensemble. Yann, de ton côté, si tu devais rebondir sur cette note de 13,5 sur 20. Je vais commencer par signaler qu'il y a du progrès parce qu'il y a un mois, Franche, c'était 13. Ah, Et c'était moi, 13. Tu vois, c'est pour ça que j'ai. il y a un mois, moi, c'était 15 et j'ai envie de monter sur du 15,5, 16. Je vais pas m'apesantir parce que Franche a dit les choses les plus. Enfin, pas besoin de dire tout ce qui est positif. Je pense que tout le monde le sait. La 9e place qui est le 3e meilleur classement de Brest, les performances en Ligue des Champions, c'est génial. Il y a eu des matchs très forts aussi, mais effectivement, sur le négatif, Dunkerque, mine de rien, la fin de l'histoire en Ligue des Champions et la fin du championnat. Mais au-delà de ça, ce qui fait que je ne vais pas beaucoup plus haut, c'est finalement que l'identification à cette équipe a été un peu compliquée. Je l'ai dit plusieurs fois dans la saison, hein, sur toutes les recrues qu'on a eues, déjà, il n'y en a pas beaucoup qui ont performé et il n'y en a pas beaucoup qui ont donné envie d'être appréciés. C'était dur de s'investir sur certains joueurs. Et on l'a vu sur la fin de saison où finalement le public aussi, qui a été assez décevant sur l'ensemble de la saison, disons-le. Voilà, il y a eu des sifflets, il y a eu un ras-le-bol qui peut se comprendre. Donc voilà, je monte sur un 15,5 parce que les résultats sont là, mais finalement, quand tu regardes le détail, c'est pas une équipe à laquelle je suis très attaché. Et finalement, les joueurs auxquels je m'identifie, que j'ai envie de supporter au quotidien, bah, c'est ceux qui étaient là l'an dernier. Et ils n'ont pas bougé. Ouais, vous avez tout dit. Moi, j'étais parti sur un 15 sur 20. C'est marrant parce qu'on a tous les mêmes arguments et pourtant on n'a pas la même note exacte. Mais d'un point de vue général, c'est plutôt moi l'absence de ligne de conduite sur toute la saison qui m'a un peu frustré. J'ai pas revu, on va dire, le Stade Brestois que j'avais vu l'année dernière. En témoigne notamment la, la- les solides 1 point gagnés, je crois, après avoir été mené cette saison en championnat. C'est ça. C'est quelque chose qu'on avait perdu de vue l'année dernière. C'était l'une des grandes forces du Stade Brestois l'an passé. C'était vraiment ce cœur et cette mentalité à toute épreuve que rien ne pouvait arriver au club, à l'équipe, n'importe quelle situation. Et c'est vrai qu'on l'a peut-être moins vu cette saison. Ceci étant, on ne peut pas mettre une mauvaise note parce que ça reste comme une saison extraordinaire. Et on pourrait aussi mettre quelques points en moins par rapport au discours ambiant, on va dire, de cette fin de saison, avec voilà un certain défaitisme par rapport à tout ce qui se passe, on va dire, en dehors du terrain. C'est vrai que ça donne pas non plus envie de se pencher sur la saison prochaine. Ça donne pas non plus envie de s'investir, comme tu l'as dit, Yann, sur les mois qui arrivent. Et c'est vrai que ça, voilà, autant ça fait pas vraiment partie de cette saison, mais voilà, on finit quand même sur une note moins positive que quand on était en août. Et on en discutait, mais j'ai trouvé que la saison était passée assez rapidement, pas trop vous, mais j'ai l'impression que le tirage au sort de la Ligue des Champions fin août, c'était presque avant-hier, quoi. Donc c'est vrai que ça a été très très intense, peut-être trop même, cette première saison européenne, même si j'imagine que la saison prochaine va être un peu ennuyeuse, sans match en milieu de semaine. Ça La permettra peut-être majorité des aussi semaines. d'avoir une ligne un peu plus directrice, un peu plus claire, je pense. Que là, on s'est un peu perdu entre les différents objectifs de Coupe d'Europe, de championnat. On savait pas trop sur quel pied danser, où mettre la priorité. Ce qu'il fallait absolument mettre la meilleure équipe pour pas être ridicule en Ligue des Champions, puis ensuite pour performer et se qualifier, parce qu'on a eu très rapidement compris qu'on pourrait se qualifier en 16e de finale. Ou alors est-ce qu'il faut tout miser sur le championnat? Finalement, on a plutôt bien fait les deux de front. C'est pour ça que les notes sont quand même globalement bonnes. Mais c'est vrai qu'il y a eu une irrégularité chronique toute la saison. Et on pouvait passer d'un très très haut avec une victoire en Ligue des Champions et derrière enchaîner, ou juste avant, enchaîner avec une défaite à Auxerre 3-0. Et finalement, on n'a jamais trop su, et moi je ne sais toujours pas aujourd'hui,
presque 15 jours après la fin de la saison, quel était le véritable niveau de cette équipe. Et autant la saison passée, tu me demandais une équipe type et avec coucher sur le papier 11 noms, je le faisais très facilement. La seule hésitation qu'on pouvait avoir éventuellement, c'était sur le poste de milieu offensif avec sur un côté avec Pereira Lage ou Le Doiron. Sur cette saison-ci, faire un 11 de l'équipe de Brest, il y a eu autant de défenses alignées quasiment que de matchs joués. Pareil pour le milieu de terrain, même si Madi Camara et Magnetti ont fait pour moi une saison assez solide. Et devant, à part Ludovic Ajorc, ça a beaucoup bougé. Et comme Beaucoup le de disait très blessés aussi, justement, ouais. ouais, et comme tout à fait, il y a eu beaucoup plus de blessés. Ça peut peut-être s'expliquer par plus de matchs, mais quand même peut-être pas non plus la cascade de blessés qu'on a pu avoir. Et comme le disait justement Yann aussi, beaucoup de recrues pour lesquelles on a eu un petit peu moins d'attachement peut-être que par les années passées. Ce qui a rendu l'ensemble un petit peu moins. C'est pas agréable parce que ça va passer pour un discours assez pessimiste. Et je parlais d'être là pour cracher dans la soupe du tout. Vraiment, c'était une saison qui était assez incroyable à suivre. Mais dans cette saison incroyable à suivre, il y a quand même. Elle est parsemée d'éléments qui, si on a fait preuve d'un peu d'esprit critique et qu'on simplement on regarde ce qui s'est passé, qui font baisser la note. Et vous mettez une note de 15 et de 14, je comprends tout à fait pourquoi vous allez à ces hauteurs-là, je comprends. Hein. Mais vous n'allez pas non plus taper le 18 ou le 19, quoi. Ouais, peut-être en synthèse pour terminer, je rebondis légèrement sur ce que Quentin disait. En fait, le gros problème de cette saison, si on réécoute nos discours en début de saison, c'est qu'on espérait qu'elle nous permettrait de passer un cap et que finalement ça nous permettrait de nous projeter. Finalement, le choix qui a été fait par la direction et qui a été fait pour des raisons sûrement sportives et financières que eux connaissent et qu'on ne connaît pas, c'est vraiment de jouer cette saison comme une fois dans une vie et on retourne à la normale. Et ça, c'est peut-être une différence d'attente. Moi, aujourd'hui, cette saison, elle vient de se terminer. Je pense pas que le Stade Brestois soit plus avancé qu'il y a 2 ans dans son projet à moyen long terme. On est vraiment sur la saison exceptionnelle qui sort de nulle part et sur laquelle j'ai pas l'impression qu'on va capitaliser. On l'a bien vu au niveau administratif, on l'a vu au niveau de la communication, de plein de choses. Voilà, c'est dommage, mais finalement, c'est peut-être nos attentes qui n'étaient pas les bonnes. Dans le sens où Grégory Lorenzi avait finalement été assez clair dès le début en disant que saison exceptionnelle, on allait bricoler un truc sur un an et après on repartirait sur le projet de base. Après, même à ce niveau-là, c'est pas très clair, puisque même le discours des acteurs à l'intérieur du club ne sont pas vraiment d'accord les uns avec les autres. Mi-janvier, il fallait jouer l'Europe tous les 2 ans, tous les ans. Fin mai, on est à 2 doigts de mettre la clé sous la porte. Donc même là, c'est pas très très clair. Et l'autre problème de la saison, qui est, je pense, on est d'accord, la deuxième plus belle saison du club. Évidemment, il y avait un Brest Armorique, je crois, qui avait fait 8e de Division 1 à l'époque, mais il n'y avait pas la Coupe d'Europe. Donc je pense que la Coupe d'Europe met cette saison au-dessus. Le souci, c'est qu'elle arrive aussi après la plus grande saison du club. Et donc voilà, on se retrouve avec une saison qui est, on va dire, un peu moins bonne que l'année dernière, et on oublie d'où on vient peut-être. C'était déjà il y a 2 ans, mais c'est passé tellement vite et on est passé par tellement d'émotions que on ne se souvient presque plus de ce qu'était, de ce qu'est joué le maintien et du quotidien, on va dire, du Stade Brestois dans son histoire finalement, quand elle est en Ligue 1. Après, On je dérive. me permets juste de rebondir sur ce point-là, sur le fait que on se souvient plus. C'est vrai ce que tu dis, Quentin, mais en même temps, est-ce qu'on doit aussi partir du principe qu'on est forcément condamné tout le temps à être le petit, à tout le temps jouer le maintien, et que simplement le simple fait de se maintenir, le sacro-saint maintien, c'est déjà une grande réussite en soi. Est-ce que le fait d'avoir un petit peu d'ambition, une ambition raisonnée, moi je ne veux pas demander de jouer l'Europe tous les ans, mais est-ce que simplement l'ambition de performer en Ligue 1 entre la 6e et la 14e place de manière assez régulière, c'est pas déjà quelque chose qui pourrait être intéressant plutôt que de nous sortir à chaque possibilité dans les médias, à chaque interview, Grégory Lorenzi va nous dire ou Gérard Le Simple plus récemment, que l'avenir du club est en suspens, que c'est déjà un miracle d'être là, etc. Alors est-ce que c'est de la communication pour justement nous faire comprendre et baisser un petit peu l'attente des supporters, je ne sais pas. Mais pour moi, il y a un juste milieu entre jouer l'Europe, qui cette saison est absolument délirant pour un club comme Brest, je l'entends parfaitement, et simplement se dire à terme, notre avenir, de toute façon, quoi qu'il arrive, il sera en Ligue 2. Pour moi, on peut jouer, être un club cohérent,
du football français en étant dans un club de milieu de tableau, deuxième partie de tableau Ligue 1. Je pense qu'on reviendra de toute façon sur toutes ces déclarations au début de saison prochaine parce que ça va conditionner tout l'été et on pourrait y passer un podcast entier. Donc je propose peut-être de ne pas trop s'apesantir dessus. Je dévie légèrement du programme, mais Quentin a dit un truc très intéressant, c'est que pour lui, c'est la deuxième plus grande saison du stade. Il y a eu ce débat entre la saison dernière et cette saison, laquelle vous considérez comme la plus grande? Quentin, toi tu dis celle de l'an dernier, Oui, et Franche. oui, oui. C'est difficile à dire. Pour moi, je vais faire une réponse, une double réponse. Celle dans laquelle j'ai pris le plus de plaisir, très largement, c'est l'année dernière, la saison donc 2023-2024. Et pour moi, la plus grande saison du club, en termes d'image, de prestige, de palmarès, ça restera celle-ci. Ok, bah je suis un La peu. Ligue des Champions, c'est presque une parenthèse. Ouais, mais c'est quand même une parenthèse et c'est la parenthèse dont on va te parler pendant 50 ans. S'il se passe plus rien à Brest, on en parlera encore, tu vois. Oui, oui, j'entends, mais voilà, pour moi, en fait, on est en Ligue des Champions grâce à la saison Oui, dernière oui, et, bien sûr. en fait, d'un point de vue aussi émotion et surprise, hein, c'est surtout que, voilà, il y a ça qui rentre en jeu aussi, le côté extrêmement surprenant et le nombre de matchs en fait iconiques qu'on a pu vivre Ah oui. et l'équipe, hein, tu Oui, parlais de, c'est indiscutable. mais après voilà, voilà, Yann, toi qui poses la question, coupe la poire en deux. Bah, moi, je coupe la part en deux parce que je suis expatrié à Brest. Et quand je parle avec des supporters brestois, j'ai envie de leur parler de la saison où on finit troisième. Quand je parle à des gens qui ne connaissent pas le Stade brestois, la seule saison dont ils me parlent, c'est celle-ci. Donc, effectivement, ça rejoint la réflexion de Fanch, hein, finalement. En termes d'image pour le club, c'est évidemment la meilleure, celle-ci. En termes de plaisir purement personnel, je mets celle d'avant, ne serait-ce parce que Rennes, ne serait-ce parce que Toulouse. Et Mais puis les ne deux serait-ce que s'entendent. tous les week-ends, tu avais l'impression de jouer une finale de Coupe du Monde, quoi. Tu avais un match qui pouvait changer l'avenir de ton club. Là, bon, il y avait la Et Ligue des tu l'as Champions, on gagné. savait, comme tu dis, Quentin. Oui, bien, mais tu les gagnais les finales. Et là, bon, effectivement, on avait joué les matchs de Ligue des Champions. Si on les perdait, bah, c'était pas grave parce que c'était normal. Si on gagnait, c'est un exploit. Et en championnat, on était très irrégulier. Donc, c'est vrai que j'ai pris plus de plaisir il y a 2 ans, enfin, il y a 1 an. Et puis il faut se souvenir aussi un peu de l'engouement local qu'il y avait la saison dernière, qui était assez unique et très très jouissif. Je trouvais même en fin de saison où la qualité des parkages, des déplacements, le nombre de personnes qui allaient à l'extérieur et l'attente pour chaque match à domicile avec Ça avait des le gens côté qui première arrivaient fois. extrêmement. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça et c'est vrai que c'est extrêmement marquant et on a pu le dire à nombreuses reprises à quel point on était chanceux de vivre ça, on va dire pas trop jeune, pas trop vieux, dans notre prime, on va dire. Ça arrivait vraiment au bon moment pour nous. Passons, messieurs, peut-être au B Awards, bien sûr, individuel. Deuxième saison, après la saison dernière, je crois, la saison d'inauguration des B Awards. On y retourne avec parlons du meilleur joueur. Et je crois pas loin d'être à l'unanimité. Alors moi, je suis pas sur l'unanimité. Je suis pas dans la majorité a priori, mais je pense que Mady Camara de votre côté est peut-être le joueur de votre saison ou votre joueur de la saison plutôt. Fanch notamment. Oui, moi c'est le joueur de la saison et c'est aussi pour faire la passerelle avec la saison passée. Je voulais pas mettre une recrue, je sais pas qui tu as mis Quentin, peut-être que c'est Ludovic Ajorc, mais je pense qu'il y a match d'ailleurs entre les deux joueurs. Mais pour moi, Mady Camara a su illustrer vraiment ce stade brestois 2024-2025 par sa régularité. Il y a des images fortes quand même de lui depuis qu'il est arrivé à Brest, une progression constante. Et là, on a un peu l'aboutissement. On sait qu'il va partir. Et malgré ça, c'est un joueur qui a toujours été au rendez-vous, je trouve, des matchs cette saison, qui a su porter l'équipe au milieu de terrain alors que Pierre Lesmelou était absent et Hugo Magnetti était peut-être un peu en deçà, un peu peut-être plus dans le dur physiquement. J'ai vraiment trouvé que c'était un joueur extrêmement fiable. D'ailleurs, il me semble que Yann a des stats à ce sujet en termes de nombre de minutes jouées, de titularisation et de matchs disputés. Je crois qu'il en manque un sur suspension cette année, si je dis pas de bêtises. Yann, tu me corrigeras. J'ai trouvé qu'il était là aussi sur le moment qui m'a peut-être donné un des plus de plaisir cette année, c'est le but contre Monaco. Il met un super but d'entrée contre Marseille.
Voilà, c'est pour moi le joueur de la saison. Je pense que tout le monde a vu ses matchs. Et il va beaucoup manquer à Brest s'il venait à partir. Et en plus de ça, c'est visiblement, et pour les quelques échanges qu'on a pu avoir avec lui aussi, quelqu'un qui a l'air très sympathique, très investi. Et ça fait pas de mal. Ça fait vraiment partie des joueurs desquels on pouvait vraiment s'identifier. Oui, je n'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus, si ce n'est effectivement, il a joué tous les matchs de Ligue 1, 34 matchs. Il a joué les 10 matchs de Ligue des Champions. Déjà, rien que ça, c'est assez marquant. On a fait un tweet où on demandait aux gens, et j'avais calculé, bon, ça a peut-être évolué depuis, mais je crois que c'est 87% des gens qui ont voté Mady Camara. Pourquoi? Il y a tout l'aspect sportif, évidemment, mais je pense que ce qui marche autant chez Mady Camara, et ça se traduit dans les ventes de maillots d'ailleurs, c'est que c'est l'état d'esprit, c'est la mentalité. Mady Camara, on en fera un épisode dédié quand il partira, s'il doit partir, mais ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un joueur de football professionnel à Brest et même en Ligue 1 qui est aussi passionné de foot et qui le montre au quotidien. On a souvent eu l'impression d'avoir, enfin peut-être pas souvent, mais de temps en temps l'impression d'avoir Mady Camara contre 11 joueurs en face. Quand Brest était mauvais, Mady Camara était le seul à surnager. Et on a parfois eu l'impression qu'il était capable de presque de gagner le match tout seul. C'est pas le cas des autres joueurs, c'est pas le cas des autres qui ont aussi fait une bonne saison. Je pense notamment à Ludovic Ajorc. En fait, je pense qu'il y a Ludovic Ajorc parce que les autres ont peut-être été un peu trop irréguliers. Mais voilà, pour Mady Camara, pour moi, au-delà du sportif, c'est toute la mentalité, c'est tout ce qu'il représente. Et voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Joueur de la saison, c'est ultra mérité. Pour une fois, les votes du Stade Brestois et des auditeurs de Boston se recoupent parce que dans les deux cas, il a été élu très très largement. Et en plus, Franck l'a déjà dit, il y a quand même eu des gros moments d'émotion qui sont passés par lui. Tu as parlé de Monaco, moi je parle quand même de Salzbourg, notamment. Je parle de Marseille, je crois qu'il a mis 5-6 buts cette saison, c'est encore pas anodin, donc, et toujours des buts importants. Et d'ailleurs, je crois qu'on a tous les trois un maillot floqué Camara. Tout à fait. C'est On a vrai. tous utilisé notre flocage gratuit pour Mady Camara. Je suis parti quand même sur Ludovic Ajorc parce que je trouve qu'il était juste un petit cran au-dessus de Mady qui a commencé très très fort la saison. Mais Ludovic Ajorc, je l'ai trouvé un peu plus régulier au fur et à mesure de la saison. Bon, évidemment, ce sera aussi ma meilleure recrue de facto puisque c'est mon meilleur joueur. Mais en fait, quel joueur? Quel joueur Ludovic Ajorc? Un joueur que je pense on a tous beaucoup aimé même quand il jouait à Strasbourg, parce que c'est quand même un joueur assez élégant, même pour sa taille, qui a une qualité de pied qui contraste très fortement avec celui qui jouait à son poste la saison dernière, Steve Mounier, ce qui, voilà, c'est pas forcément un reproche, mais c'est juste un fait. C'était vraiment les qualités de Steve Mounier avec les qualités d'un joueur de foot finalement. Et le changement et le niveau de jeu de Ludovic Ajorc tout au fil au fur et à mesure de la saison, c'était quelque chose. Sa saison en Ligue des Champions, enfin son parcours en Ligue des Champions est quand même, je pense que c'était le meilleur joueur en Ligue des Champions. Dommage qu'il Dommage qu'il ait ait pas marqué. Ouais, c'est ça. Il a marqué et il a eu les émotions d'un but contre le Real, mais on lui a enlevé parce que bah, il est trop grand. Sa pointure de chaussure est un peu trop élevée. Mais évidemment, il a sûrement la plus belle passe décisive de la saison également. Et Pas je pense que d'accord, ça. pas d'accord. On en parlera sur le plus beau but, mais pas d'accord. Ok, pas de problème. Mais je pense que cette passe décisive résume aussi le joueur qu'il est, parce qu'au-delà même de ses qualités footballistiques et de son élégance balle au pied, c'est quand même un joueur qui se donne à 110% pour l'équipe, qui fait toujours les efforts, qui va toujours au duel, qui n'est pas arbitré comme il devrait être arbitré et qui retourne pour autant. Donc vraiment, c'est clairement mon meilleur joueur, mon coup de cœur et vraiment, bon, tu parlais des recrues sur lesquelles on avait du mal à s'identifier. Pour le coup, Ludovic Ajorc, c'est tout l'inverse. C'est vraiment un immense plaisir d'avoir un attaquant de cette qualité à Brest. Je pense que c'est, de notre vivant en tout cas, le meilleur attaquant qu'on ait pu voir au Stade brestois, messieurs.
Et ça se traduit dans les chiffres aussi, c'est important. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un attaquant qui, je crois, il a mis 12, 13, 14 buts cette saison. C'est quand même loin d'être à la... 14 buts, 6 passes décisives, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est quand même... Rien que sur ça, c'est assez Et impressionnant. sans tirer les pénaltys, le seul qui l'a tiré, il a manqué. Oui, mauvais souvenir. Bah justement, peut-être... Mais voilà, mais pour autant, voilà, il n'y a rien contre Madi et j'entends tout à fait que 87% plus de personnes aient voté. D'ailleurs, vous étiez dans les 87% hein, puisque vous avez voté sur Twitter J'ai bourré les urnes, et voté pour Madi. tout à fait. Transition toute trouvée, effectivement, meilleure recrue, je pense qu'il n'y a pas besoin de s'attarder, c'est Ludovic Ajor pour nous trois. Mais peut-être Romain Fèvre. voilà, c'est ça, s'attarder sur qui d'autre aurait été éligible selon vous. Et en fait, Sima, ouais, ça aurait- c'est de loin, pardon, largement en dessous de Ludovic Ajorc, mais je trouve dans les bonnes recrues, on aurait pu mettre NDI et Sima. si. Alors moi, en fait, j'ai une recrue dans ma révélation et peut-être vous aussi. Bah, moi, j'ai pas mis de révélation parce que pour moi, il y a personne qui m'a vraiment, enfin, Ouais, que je connaissais pas. Mais certainement la catégorie où ça a été le plus difficile de voter et aussi la catégorie qui compte le moins de joueurs sur laquelle on peut voter. Mm. parce que tu vois, Ceci étant, l'année dernière, par exemple, sur la révélation, tu mettais facilement un loco ou quelqu'un comme ça que tu exactement, même connaissais. Madi. M'a dit, voilà, bien sûr. Moi, je suis parti sur Koulibaly en révélation. Bon, ça se jouait, je pense, entre Koulibaly et Ndiaye. Ceci étant, Ndiaye, il y a un certain retournement de veste général sur Ndiaye, qui a quand même très très peu joué hein, finalement. Quand il a joué, ça a alterné un peu le bon et le moins bon, que ce soit match par match ou même à l'intérieur des matchs, où ça peut aller de l'intervention défensive exceptionnelle au tacle de boucher absolument à la limite du pénal sur certains, à l'erreur avec ballon qui coûte au minimum une occasion, voire un but. Et par contre, Koulibaly, c'est vrai que je le connaissais très peu avant qu'il arrive. Et bon, le coup de cœur était total. Malheureusement, il a très peu joué. Je pense qu'on peut regretter aussi ces nombreuses blessures parce que je pense que ça aurait été un défenseur exceptionnel à notre niveau. Il l'a montré quand il a joué. Hein, je pense que c'était un cas d'or, que ce soit sans ballon ou même avec ballon. Hein, c'était peut-être le plus beau défenseur qu'on ait pu voir jouer au Stade Brestois depuis de nombreuses années. Voilà, c'est un peu un Koulibaly par défaut, mais bon, voilà, il est là. Koulibaly, je suis d'accord avec toi, mais on l'a tellement peu vu que. Ouais, j'entends, hein, mais en fait, quand je l'ai vu, il a tellement semblé à l'aise et avec une certaine aura défensive que voilà, il m'a impressionné. Maintenant, j'entends très bien qu'il ne soit pas éligible à quelconque vote dans n'importe quelle catégorie. Moi, il y a pas suffisamment de joueurs qui m'ont marqué à partir du fait que je les connaissais pas du tout ou alors je n'en attendais rien et qui m'ont vraiment bluffé. NDI, tu as raison, il y a eu tellement d'irrégularités, tellement de matchs dans lesquels il est passé à côté de ses pompes en fait. Et à côté de ça, il pouvait te faire des trucs très très intéressants. Je pense qu'il a un potentiel très important ce joueur, mais un peu comme Brassier à l'époque, où on se demandait, on arrivait avec plein de potentiel, mais il y avait des trous d'air parfois, et à tel point qu'au bout d'un moment, on s'est dit, mais il n'y arrivera jamais quoi. Et après, il nous sort une saison à la Marcel de Sailly. Peut-être qu'Ndiaye suivra la même trajectoire. En tout cas, des choses positives sur lui, c'est qu'il a visiblement envie de continuer à Brest. Je ne pense pas que ça se fera parce que son option d'achat était assez élevée, mais en tout cas, euh, lui avait évoqué ça en disant qu'il se sentait bien au club. Donc en tout cas, il était impliqué, ça c'était agréable à voir. Mais, je pense que pour ce prix-là, on peut trouver mieux. Oui, après, voilà, je pense que pour un De toute peu façon, on n'a moins pas ce d'argent, prix-là. on est d'accord que c'est un joueur qu'on pourrait tout à fait garder. Mais de là à le mettre en révélation pour cette saison, je trouve que c'est un peu prématuré. Peut-être la saison prochaine, s'il reste et qu'il est régulier sur une saison complète. Rien à ajouter de mon côté, pas de révélation. Je souscris toutefois aux propos de Quentin. Pour moi, Koulibaly est le meilleur défenseur central qu'on ait vu passer à Brest. On regrette de ne pas l'avoir vu plus près.
Et non, c'est en fait cette catégorie recrue, c'est juste malheureusement un constat assez amer. On a recruté, je crois, une dizaine de joueurs. Il y en a un dont on est pleinement satisfait. Il y a Abdallah Sima qui pour moi est effectivement une satisfaction et j'aurais été ravi de le garder. Il y a Ndiaye où on peut être plus ou moins satisfait, au moins on reconnaît son potentiel. Et tout le reste, c'est au mieux insignifiant, au pire franchement mauvais cette saison. Donc bon, on comprend que le but c'est d'avoir une quantité. Il faut quand même reconnaître que la qualité n'a pas été là sur la saison. Et ça se joue pas à grand chose non plus pour certains, parce que je pense que Mama Baldé, c'est pas un mauvais joueur, mais c'est vrai que devant le but, c'est quand même quelqu'un d'extrêmement frustrant. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi pas mal de joueurs qui, un peu à l'image de la saison, sont entrés dans une certaine routine en se montrant pas mal en Ligue des Champions et en faisant un peu moins en Ligue 1. Et c'était un peu le danger finalement de cette saison. Je pense que ça a été plutôt bien géré de manière générale. Hein. De toute façon, on voit quand même là que la saison en Ligue 1 est bonne, donc on peut pas dire que les joueurs n'en ont que donné en Ligue des Champions. Mais c'est vrai que je pense pour les recrues, c'est un peu plus facile d'en donner beaucoup en Ligue des Champions et un peu moins en Ouais, Ligue et 1. finalement, le constat, c'est quand tu regardes le 11 brestois, il n'y a pas de recrues qui se sont imposées en dehors de Ludovic Ajorc. Éventuellement, Sima sur la fin. Mais c'est tout. Et Ndiaye par défaut. Et puis ouais, la majorité c'était aussi parce que d'autres étaient partis, donc il y avait une place à prendre. Et même parfois sur cette place, c'est parfois en fin de saison notamment, c'est Mathias Perelage qui l'a pris, donc c'est vrai que c'était voilà, c'est un mercato peut-être. C'est difficile de dire décevant, mais euh, mais voilà, c'était on va dire moyen, Suffisant, avec du bon, ça a été avec du bon et du suffisant moins bon. pour ne pas trembler Ouais, cette c'est année, ça. mais on aurait pu espérer peut-être un peu mieux en termes de qualité quand tu sais que tu as la Ligue des Champions à jouer. Je trouve que ça a été un mercato un peu feignant en fait, dans le sens où on a pris tout ce qu'on avait à prendre en prêt sur toutes les possibilités sur les derniers jours, en croisant fort les doigts que ça marche, quoi. Et je suis pas certain qu'il y avait non plus une vision long terme sur ce mercato. Pour moi, ça a vraiment été enfin, on a vraiment répondu aux attentes et sur une période de 6 à 8 mois qui allait venir, sachant que l'été d'après, il fallait tout refaire. Et ce qui m'embête un petit peu, dans la mesure où on savait déjà que l'été actuel, ce serait extrêmement compliqué. On n'est pas, voilà, on ne tombe pas de la lune. On sait très bien que les droits télé en France et DAZN depuis un moment, c'est quand même problématique. Hein. On voit les chiffres qui baissent, c'est très flou. Je pense qu'on aurait peut-être dû surfer aussi sur cette manne financière qui rentre avec des champions dès l'été dernier pour peut-être investir un peu plus et pas forcément mettre 4 millions d'euros sur comment il s'appelle, Cameroun Kamavinga, et peut-être éventuellement travailler un petit peu plus intelligemment. Mais bon, ça c'est mon avis. Votre déception de la saison, messieurs, Yann, peut-être pour commencer. En fait, c'est compliqué parce que j'avais nommé la catégorie plus mauvais joueur de la saison. Je pense que là-dessus, il y a peu de débat. C'est Jordan Amavi qui ressort. On se souvient de son premier match, c'était catastrophique. Mais maintenant, déception, ça induit en fait un certain niveau d'attente. Et on a vu passer plusieurs noms, Romain Fèvre notamment, peut-être que l'un d'entre vous voudra en parler, mais de mon côté, ça va être Massadio Haidara, qui est arrivé pour combler un poste de latéral gauche qui était vide et qui a été catastrophique, qui a été de plus en plus mauvais, et je pense, on va dire que je force le trait, mais finalement, c'est parce que je vis pour le buzz, peut-être, on ne sait pas. Mais son match au Vélodrome, c'est le plus mauvais match que j'ai vu d'un latéral gauche à Brest en Ligue 1. Je pense que, ouais, alors on exclut Darlas, mais sur ces 5-6 dernières années, je n'ai jamais vu une aussi mauvaise performance d'un latéral gauche. Fange de ton côté. C'est ça, la question, c'est la déception. Donc, généralement, quand on est déçu, c'est qu'on doit attendre quelque chose. Euh, Moi, je pense que c'est plus, ça ouvre davantage le débat que moins bon joueur. Oui, oui, bien sûr. Et du coup, ce que j'avais mis en tant que moins bon joueur, ou en tout cas déception de la saison, j'ai mis Romain Fay parce que j'avais souvenir de Romain Fay. Déjà, j'ai pas trop aimé la manière dont il était parti, dont il est revenu, etc. Mais bon, bref, ça, cela étant mis à part, je me souviens d'un Romain Fay sous les couleurs brestoises lorsqu'il était chez nous, qui était vraiment un joueur décisif, un joueur au-dessus, et un joueur qui faisait la différence. Et là, j'ai pas du tout revu ça. J'ai vu un joueur qui jouait pour lui, qui se semblait pas du tout se fondre dans le collectif, alors que justement le point fort de l'équipe des Rigois, c'est cette force collective, c'est le fait que
11 joueurs se dépouillent les uns pour les autres. Et du coup, il faisait un petit peu tâche, entre guillemets, hein, bien sûr, dans ce 11-là. Sinon, je pense évidemment, et je l'ai cité tout à l'heure, à Kamori Doumbia, 4 millions d'euros. Il y a eu quelques buts, et notamment le but contre Lille, et ça va lui faire gagner encore 3 mois pour éviter les critiques. Mais pour moi, c'est bien trop insuffisant pour un joueur sur lequel on investit autant. J'espère que la saison prochaine, il ne me fera pas mentir, parce qu'en soi, cette année, il n'a pas été bon, et qu'il sera meilleur. Et j'ai grand peur, et d'ailleurs, on est plusieurs, je pense, à le penser, que ces 4 buts contre Lorient en une mi-temps est un petit peu caché, soit l'arbre qui cache un peu une forêt qui finalement soit pas si reluisante. Et voilà, quand on n'a pas d'argent, mettre une grande partie de cette manne financière sur un joueur qui n'apporte pas ce qu'on attend de lui, même si Eric Roy c'est un peu son chouchou et qu'on le reverra l'année prochaine, pour cette saison, parce que c'est celle-ci qu'on juge, c'est ma déception. Eh bien, je te rejoins. Je te rejoins parce que finalement, tu as parlé de Romain Fèvre et ça avait toute une erreur de casting, hein, même quand, au niveau de l'annonce, c'était en juillet, je crois que c'était en pris la première recrue. Il arrive la veille de la reprise contre Marseille. Il se bat avec un jeune à l'entraînement. Début août alors. Et après, il est là contre Marseille. Et 16 août 2024. 16 août 2024, il est officialisé. Ouais. Mi-août. Et ça avait toute une erreur et ça l'a été, je pense. Hein. Maintenant, bon, ça a fait. C'était un joueur de plus. C'était de la main-d'œuvre nécessaire pour la saison parce qu'il n'a pas non plus été que dégueulasse. Il y a eu deux, trois bonnes performances et c'est ça qui est rageant finalement avec ce joueur, c'est que on voit très bien qu'il y a du ballon, on voit très bien que c'est possible, mais c'est trop irrégulier et c'est insuffisant pour le monde professionnel finalement. Je vais aller sur un profil un peu unpopular dans mes déceptions, mais c'est plus déception de ne pas l'avoir plus joué. C'est Ibrahim Salah. Je sais que tout le monde n'est pas fan de lui, mais pour le coup, c'est un joueur j'aurais bien voulu voir un peu plus cette saison ou sur une saison avec juste un match par semaine, parce que je trouve d'une part, il a du ballon, il a eu quelques moments assez forts, et j'ai toujours senti une volonté de bien faire. Alors bon, il y a eu ces histoires de blessures où il est parti se guérir je ne sais où, quoi que ce soit. Et ça, c'est un peu ma déception personnelle parce que j'étais assez emballé finalement par le profil. Peut-être qu'avec du temps, ça marcherait mieux. Mais je crois que ma position ne fait pas l'unanimité. Écoute, je suis d'accord avec toi. Mais c'est un peu ce qu'on peut dire pour pas mal de joueurs finalement. Et il y a eu aussi cette incompréhension sur certains joueurs où on les a sentis plutôt bien, puis ils arrêtaient de jouer. Mathias Peralage qui ne jouait plus du tout, puis qui s'est vu être catapulté dans le 11 et qui a enchaîné des bonnes performances. Il y a eu pas mal d'incompréhension au niveau de la gestion de certains joueurs et c'est vrai que ça a peut-être aussi joué dans notre point de vue sur cette saison qui a été un peu étrange à ce niveau-là. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur certains points, avec Doumbia justement qui continue de jouer alors qu'il apporte pas grand-chose. Même Fèvre qui a eu des bonnes périodes et qui a disparu ensuite. C'était un peu irrégulier dans la gestion des joueurs, avec des changements un peu aussi qu'on comprenait pas tout le temps, ou des non-changements. Après, je sais plus contre quel match c'était, mais les rentrants apportent rien. Et du coup, le match suivant, il n'y avait plus du tout de changement. C'était un peu particulier la gestion des hommes de la part du coach. Oui, mais deux choses. La première, c'est que l'effectif était extrêmement large et finalement un peu trop une fois que la Ligue des Champions était finie. Et l'autre, c'est que c'est lui qui vit avec eux au quotidien, c'est lui qui est à l'entraînement, donc je pense qu'il base ses décisions là-dessus. Nous, finalement, on voit juste je suis d'accord le avec spectacle final, le dimanche. Je suis d'accord avec Yann sur le fait que nous, on n'est pas à l'entraînement et qu'on ne voit pas les semaines et comment les joueurs se comportent, s'il y a peut-être des petits pépins, s'il y a là, des joueurs se sentent peut-être moins bien dans leur vie perso, etc. Ça, j'avoue que... Mais ça a pu poser des questions, les changements, même on en a parlé sur les matchs de Dunkerque, certains choix tactiques qui ont été un peu curieux. Mais bon, ça après, on fait confiance au coach, on va dire. Même la gestion d'un des hommes forts de la saison dernière, Romain Del Castillo, qui jouait, qui n'était pas très très bon, ça on est d'accord, mais qui ensuite est passé un petit moment sur le banc après avoir été blessé, alors que les joueurs devant lui n'étaient pas forcément meilleurs non plus. Évidemment, peut-être qu'à l'entraînement ça se passait pas très très bien, mais voilà, il a quand même fait une bonne fin de saison, donc il n'a pas non plus perdu son football, quoi. D'ailleurs, on l'a pas mentionné du tout sur ce podcast, donc voilà.
Romain Descastiers, on espère que la saison prochaine, ça ira mieux. Passons peut-être au football, au match, à tout ce qui s'est déroulé sur le terrain d'un point de vue collectif. Votre meilleur match, messieurs, évidemment, on inclut Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe de France. Il n'y a pas de meilleur match de Ligue 1, meilleur match de Ligue des Champions. Tout est inclus. Yann. Je différencie le meilleur match sportif qui pour moi était soit Leverkusen, soit Monaco, et le meilleur match en termes d'émotion qui pour moi était incontestablement le PSV Eindhoven. Voilà. Alors, moi, j'étais parti en Ligue 1. Alors, je réponds totalement l'inverse de ce que tu viens de dire, en faisant une différence entre les deux. Mais en Ligue 1, moi, le match qui m'a le plus plu, en tout cas le plus abouti, le plus réussi, le plus chouette, je pense que c'est la réception de Lille, qui m'a beaucoup marqué. Donc, dernier match à domicile, même s'il n'y avait plus rien à jouer, je trouve que Brest a fait face à une équipe qui a joué son avenir européen, un très très bon match. Et ce qui m'a beaucoup marqué, moi, c'est mon premier match de Ligue des Champions également contre Leverkusen, parce que j'étais pas présent contre Sturm Graz à cause d'une réunion, on s'en souvient. Leverkusen, ouais, c'était vraiment un début de match très 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 compliqué, avec une équipe allemande qui paraissait bien supérieure. Et finalement, petit à petit, le match avançant, on a vu une équipe de Brest qui s'est mis au niveau. Et pour moi, c'était un peu la révélation, l'aboutissement finalement de voir que Brest, face au champion d'Allemagne en titre, invaincu l'année dernière, arrivait à rivaliser, aurait même pu gagner le match. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok, on a quand même atteint ce niveau-là, on en est là aujourd'hui, où on arrive avec Mady Camara, avec Hugo Magnetti, avec Marco Bizot, avec toute la clique, avec Brendan Chardonnay, à résister à Florian Wirtz et consorts. Et on voit qu'aujourd'hui, Xabi Alonso a signé au Real, que Wirtz va probablement aller à Liverpool. Bon, c'était pas des peintres en face, et pour moi, ça a été une sorte de match abouti autant dans le jeu que dans les images et dans le symbole. Évidemment, difficile de ne pas parler de Ligue des Champions dans ce meilleur match, d'autant qu'en Ligue 1, il n'y en a pas non plus des masses. Mais Brest-PSV également pour moi, parce qu'il y avait tout. Il y avait tout. On va dire que c'est Brest-Leverkusen, mais il y a la victoire au bout. Donc c'est juste un peu mieux face à une équipe aussi qui termine championne de son championnat encore cette saison. Comme le Sturm Graz d'ailleurs a fini champion d'Autriche. Comme Leverkusen qui finit encore deuxième de Bundesliga. Donc on n'a pas joué que des peintres. Et ce match contre le PSV, dans des conditions pas faciles, parce que je crois qu'il y a pas mal de blessés, notamment en défense centrale. Il y a Ndiaye qui se blesse très rapidement dans le match, mais qui reste et qui poste une photo de son pied après le match où en fait on voit qu'il est pas mal ouvert. Donc voilà, il y a un peu l'ADN du Stade Brestois de ces 2 dernières saisons dans cette rencontre, avec un immense Marco Bizot évidemment qui met là presque son chef-d'œuvre de ces 4 ans au Stade Brestois. Il y a l'ambiance, il y a la victoire, il y a tout, il y a le but du joueur que Yann déteste le plus dans l'effectif. C'est vraiment un plaisir monstre. C'est faux, je le déteste. Si, mais c'est pas Bref, pour compléter sur le PSV aussi, c'est important de dire que le PSV fait son match. On n'est pas sur une équipe qui passe à travers son match. Le nombre d'arrêts quand c'est Benitez fait dans les buts, c'est assez impressionnant. Le nombre d'occasions qu'ils ont, l'intensité qu'ils mettent, et tu le gagnes. C'était vraiment un vrai match de Ligue des Champions. C'est ça. Quoi. Avec une équipe qui a battu ensuite, qui a battu la Juve ensuite à domicile, je crois, et qui perd au barrage de façon au barrage ou en 8e, je ne sais plus, mais contre enfin ça m'avait marqué un bel adversaire et qui s'était tout à fait bien battu. Je crois qu'il gagne à l'aller, il perd au retour, quelque chose comme ça. Et ensuite il prend une branlée contre Arsenal. Ça. Ah oui. Ça clairement, on s'en souvient. Je crois qu'ils perdent au Juventus Stadium, mais ils gagnent au match retour chez eux. D'ailleurs, champions. Ils sont champions dans un scénario un peu rocambolesque aux Pays-Bas, parce qu'ils avaient fait un très très gros début de saison avant de s'écrouler. D'ailleurs, après le match contre Brest, ils ont une série qui est très mauvaise et qui leur coûte énormément de points. Ils voient l'Ajax repasser devant. Et d'ailleurs, l'Ajax a 8 points d'avance sur eux, si je dis pas de conneries. Et l'Ajax s'écroule complètement. Et PSV est champion. Donc effectivement, c'est vrai que PSV est champion. Le Barça qui roule sur l'Espagne, qui nous a également un peu roulé dessus. C'est vrai que tu l'as dit, Quentin, même si le Bayern n'a pas été champion en Allemagne cette année, ils ont quand même fait une belle saison. On n'a vraiment pas du tout joué des peintres, et même si on nous avait dit que le tirage avait été simple, moi j'attends avec grande impatience l'année prochaine les prestations de Nice et de Marseille en Ligue des Champions,
histoire de comparer, de voir si vraiment c'était si facile que ça. Bon, il y a juste eu le Sparta qui a fait une saison dégueulasse, mais ça, c'est pas de notre faute. On les a battus, donc on a fait le boulot. Et largement en plus, ça c'était peut-être le match où il y avait le moins match. de points d'interrogation. Ouais. C'est bon. La pire rencontre, alors la pire rencontre de façon tout à fait folle, il y a quand même plus de choix, malheureusement. Mais c'est pour ça que les notes, elles sont pas si hautes non plus, parce que finalement, depuis qu'on est en train de parler tout à l'heure, on voit pas mal, il y a plus Exactement. de déceptions que de joueurs coup de cœur, il y a plus de matchs décevants que de matchs qu'on a aimés, tu vois, et finalement, c'est assez cohérent. Fange, commençons par toi pour le match que tu as le moins aimé cette saison. Alors en fait, ça a été assez difficile à choisir. Et quand j'ai fait mon choix initial, j'avais indiqué Brest-Marseille. Alors ça peut paraître curieux, c'est le premier match de la saison, on perd 5-1. Alors effectivement, l'effectif était loin d'être complet. Je vous avais envoyé l'autre jour le banc de touche d'ailleurs de ce match-là, de cette rencontre. Ça fait peur. Et je crois qu'il y a Bots dans le groupe, il y a encore Le Doiron, qui devait même être titulaire, si je dis pas de conneries. Enfin bref, l'effectif était très loin d'être fini, mais pour moi, c'est pas non plus normal qu'au mi-août, 17 ou 18 août, l'effectif soit aussi faible, alors que tu t'apprêtes à jouer avec des champions. Pour moi, c'est pas normal. Et ce match-là, du coup, je l'avais vu au stade, et vraiment, ça avait été un long chemin de croix, c'était interminable. Tant ça avait été. Et pourtant, Brest n'avait pas si mal joué que ça Enfin, n'avait pas été si mauvais dans le jeu, mais il y avait une partie de tribune RDK fermée. Dès que Marseille attaquait, ça faisait but. Match avec plein de Marseillais dans les tribunes. Donc vraiment, la reprise avait été très difficile. Et sinon, bah, je pense que vous allez en parler, donc je ne vais pas trop développer, mais Brest-Dunkerque, gros niveau dans les pires matchs de la saison aussi. Une belle place dans les pires matchs. Ouais. Beaucoup de rendez-vous manqués, on va dire, cette saison. Yann. Tout à fait. Je te laisse peut-être parler de Dunkerque, Quentin. Non, j'avais mis un autre parce que je pense que toi tu vas parler de Dunkerque. Non. Bon, en fait, il y en a plusieurs. En fait, j'avais mis une grande catégorie, c'est tous les matchs contre le PSG. Parce qu'au-delà des résultats, c'est l'approche. Il y en a eu un paquet. Au-delà des résultats, c'est l'approche qui est totalement déprimante. Où, en fait... Et pour le coup, je m'inclus moi-même dedans. Hein. Moi, le premier, et les autres supporters brestois aussi. Avant même de jouer le PSG, que ce soit en championnat, en Ligue des Champions, à l'aller, au retour, tout le monde partait du principe qu'on allait se prendre une branlée. On s'est pris une branlée. Derrière, Luis Enrique a dit oui, c'est génial, vous fermez pas le jeu. C'est facile de nous faire des compliments quand tu nous mets 10 buts en 2 matchs. Mais franchement, c'est déprimant. Et c'est les matchs insupportables. Un peu comme disait Franche, à domicile, bah, les gens viennent juste pour voir le PSG, il n'y a pas une très bonne ambiance. Tu passes pour un con devant la France entière. Donc voilà, le paquet PSG, et je crois que c'est en fait une régularité depuis plusieurs années. Quoi qu'il arrive, je déteste ces matchs contre le PSG. Alors oui, mais la nappe était blanche et rouge. C'est vrai. Et ils ont été ramenés en Et le van. dessert était au nom de Paris-Brest. C'est vrai. Et ils ont mis le van, effectivement. Pour 300 mètres. Et ça, quand même, c'est beau geste. Et oui. Hein. Et oui. Parce qu'ils n'étaient pas Mais obligés. du coup, si tu ne veux pas parler de Dunkerque, je peux faire juste très rapidement dessus. Dunkerque très haut pour. Non, mais j'avais mis PSG les deux, enfin la double confrontation aussi. Et mais en fait juste parce que en fait c'est pas tolérable quoi. Juste rien d'être équipe professionnelle et de prendre 7-0, ça fait mal. Presque encore plus que le 6-0. Autant t'as rien à jouer contre Nice, autant c'est pas ok de prendre 6-0 contre une équipe de Ligue 1 quoi. Très bien. Mais pardon, je te laisse continuer sur Dunkerque, c'est juste les attentes en fait, c'est la décorrélation entre les attentes et ce qu'on a vu, parce qu'on se disait que Dunkerque c'était un peu la dernière carotte sur la saison, tu vois, la Coupe de France, après la Ligue des Champions, c'était le moyen de vibrer jusqu'au bout. On voit une équipe de Dunkerque qui certes est une bonne équipe de Ligue 2, mais qui finalement est largement à ta portée. Tu mènes 2-0 et tu le perds, t'es à domicile, avec des attentes de ouf. Là, je pense, j'ai senti une vraie cassure, notamment avec beaucoup de supporters qui étaient dégoûtés et qui n'ont pas regardé ou d'un œil les matchs suivants. Donc je comprends que des gens l'aient mis en premier, moi je le mets en deuxième, mais ça se comprend. Ça sifflait presque la fin de la saison d'ailleurs, ce match. Après le match, je veux dire. Totalement. Ouais. Et de mon côté, j'avais aussi mis le Shakhtar Brest. Ah oui. Évidemment, Yann, tu y étais. Tu as attrapé une grippe carabinée. Mais sur le terrain, c'était vraiment pas joli. Et c'était un peu un rendez-vous
un rendez-vous manqué avec la Ligue des Champions, et je trouve que c'était pas un match digne de Ligue des Champions, surtout que les 6 matchs précédents avaient été excellents, donc on pouvait penser que face à un adversaire qui n'avait pas joué un match officiel depuis plusieurs semaines, ça aurait pu bien se passer, mais il y a littéralement rien eu sur cette rencontre. C'était très très mauvais avec le pauvre Mathias Peralage qui jouait latéral gauche. Mais voilà, ça, c'est juste une ombre au tableau sur la Ligue des Champions, et c'est aussi ce qui t'amène à jouer contre le PSG en barrage. Donc voilà, de ce point de vue-là, les conséquences sont un peu Mais graves. un Mais petit enfin bon. caveat, c'est que c'était quand même une belle équipe de Donetsk qui a fait un bon match. Enfin, eux, ils étaient dedans. On a vu des très Oui, bons. mais Leverkusen avait fait un bon match, tu vois. Leverkusen a fait un bon match, le PSV avait fait un bon match. T'as le droit d'avoir un peu de répondant, quoi. J'ai C'est l'impression juste ça. d'avec Brest que c'était quand même soit tout bon, soit tout mauvais cette année. On n'a pas su faire la fameuse expression dans le foot, c'est quand tu peux pas gagner le match, il faut essayer de pas le perdre. C'est nous, quand on pouvait pas le gagner, bah, on en prenait 6, donc c'était un peu embêtant. Ou alors on faisait une très mauvaise D'ailleurs, prestation. le premier match nul en Ligue 1 est apparu très très tard, hein, si je dis pas de bêtises. Ça doit être Rennes. Ouais, ça doit être ça. Et on se disait justement au début de saison qu'on avançait très très vite parce qu'on prenait pas mal 3 points plutôt que 1. Même si on perdait beaucoup, on gagnait aussi beaucoup, donc on avançait pas mal. Votre plus beau but, Yann, tu as fait la remarque tout à l'heure quand je parlais de plus belle passe décisive pour Ludovic Ajorc. Alors je Eh bien, pour t'écoute. moi, Oh, j'ai hâte de c'est un savoir. but de Ludovic Ajorc sur une passe décisive de Mady Camara contre l'Olympique Lyonnais. Ah, c'est vrai. Action Ah oui, magnifique, oui, oui. que ce soit les déplacements, la passe Oui. de Camara qui relève du génie, que ce soit dans la vision de jeu et dans la technique. En plus, ça met un coup derrière la tête aux Lyonnais. C'est là où on dit ça y est, on va les taper. Donc pour moi, de très loin, le premier but et derrière quand même le but de Bourbeau contre Toulouse. Voilà. Bon, moi je maintiens quand même que la passe de Ajorc est plus belle que celle de Madi, mais j'entends. J'entends. Il y a C'est peut-être plus un de, bis sérieux. il y a peut-être plus d'instinct dans la passe de Camara et plus de vision foot, je sais pas, dans la salle d'Ajor, je sais pas comment on peut dire, mais les deux sont très très belles en tout cas. Exactement. Fanche. Moi, je reste sur du classique. Vraiment, j'ai pas été chercher bien loin pour le plus beau but. C'est à la fois un très beau but, j'allais dire d'un point de vue stylistique, mais également d'un point de vue symbolique. C'est le but de Magnetti contre Sturm Graz. Je trouve beau contrôle de balle. On connaît Magnetti, il y a à peu près 8 chances sur 10 que ça aille dans la tribune. Il se penche bien, la frappe est absolument inarrêtable pour le gardien. Ça lance l'histoire de Brest en Ligue des Champions. Le symbole que soit Hugo Mendy, recruté dans l'anonymat le plus total, le plus complet en 2018, si je dis pas de bêtises, arrivant de Bastia, qui marque ce but-là. Pour moi, c'était une vraie réussite. Mais j'aurais tout à fait pu mettre les deux que vous citiez précédemment, ça marche également. Non, après, moi, c'était pas plus belle pas décisive, mais par contre, mon plus beau but, je te rejoins. J'avais mis Ah, Magnetti contre le Sturm Graz. Comme c'était tu l'as dit, d'un point de vue symbolique, mais aussi parce que c'est un très beau but footballistiquement, clairement pas facile à mettre. Hein. Il y a quand même, tu l'as dit, que ce soit pour Magnetti ou même pour d'autres joueurs, hein, il y a quand même pas mal de chances qu'il y ait un supporter brestois en tribune derrière le but qui qui se soit fasse en moins. exploser son nez, comme on a vu de très nombreuses fois à l'échauffement en route de Quimper Ouais, cette saison. vous êtes Tout à un peu fait. dur, Camara. Magnetti, il cadre souvent quand même, mais je comprends votre choix. Peut-être, faut le dire, faut être assez positif. On a quand même vu pas mal de beaux buts cette saison. Il y a d'autres qui peuvent être cités, Peralage contre Toulouse, Doumbia contre Lille, même Ajor contre Lille, c'est bien. Enfin, on on n'a peut-être pas été autant servi que la saison dernière, mais on a quand même été assez bien servi dans l'ensemble. Oui, même d'un point de vue offensif, on a marqué des buts. Et c'est vrai que c'est quand même, ouais, c'est bien. D'un point Est-ce de qu'on vue a le offensif, c'était. différentiel, l'addition but marqué, but encaissé, parce que la moyenne de buts sur les matchs du Stade Brestois cette année devait être assez élevée quand même, En tout cas, on finit à -7 en Ligue 1. en ayant marqué beaucoup de buts. Donc ça veut dire qu'on a bien Exactement. Bon, on a bien c'était pris un clairement pas sacré. offensivement le souci du Stade Brestois cette saison. C'est vrai. Et enfin, peut-être pour terminer, puisqu'on arrive sur l'heure de podcast, votre meilleur moment de la saison, Ah, si vous en avez un. Moi j'en ai un. Meilleur moment, vraiment, il y en a plein, hein, mais c'est le tirage au sort de la Ligue des Champions.
Je me souviens très très bien de cette journée. C'était le jour de la rentrée, enfin de la pré-rentrée pour moi. Et je savais que le soir, malheureusement, toi Quentin, tu travaillais, mais Yann, on devait se retrouver avec Yann pour faire ça en live. Et il y avait une excitation totale. C'était vraiment là la première fois quelque chose qu'on connaissait pas. Et on allait avoir les boules de la Ligue des Champions, les grands joueurs qui font le tirage. D'ailleurs, je regardais encore l'autre jour. Il y a énormément de gens sur Twitter qui ont encore la photo de Gianluigi Buffon avec le papier Stade Brestois. Il y avait en plus de ça l'aspect nouveau format de la Ligue des Champions que personne ne connaissait. Donc c'était un tirage qu'on allait découvrir. Et c'était, pour moi, c'est le meilleur moment parce que c'est un petit peu comme le premier jour des vacances. En fait, tu sais qu'il t'attend plein de bons trucs derrière. Petit regret peut-être, et c'est paradoxal, mais dans ce meilleur moment sur le tirage, parce que j'aurais bien aimé jouer des clubs italiens et des clubs anglais en Ligue des Champions, parce que malheureusement Sturm Graz, Salzbourg, plus Shakhtar, plus Sparta, ça fait quand même 4 équipes qui sonnent plus Europa League, et même si c'était très bien de les battre, peut-être que si on avait pu remplacer une de ces 2 équipes-là, ou de ces 4 équipes-là, par je sais pas, Arsenal, par même, je sais pas, l'Inter, quoi, ça aurait été encore plus chouette, mais c'est vraiment ce tirage au sort qui m'a énormément marqué, et je regrette de ne pas l'avoir enregistré. Et d'ailleurs, la vidéo se fait striker sur YouTube, je crois, Oui, mais cool. nous, on peut toujours la voir et on peut la mettre sur le Discord. J'avoue que je l'ai regardé il y a pas longtemps, effectivement. On est visionnaire sur pas mal de sujets, faut le dire. Ah ouais, ce serait drôle de la revoir, ça. Sans aucune politesse, moi, je prends pour ma part Prague. On aura peut-être le Prague. même. Ouais, On a le on en a même. déjà parlé dans l'épisode bilan de la Ligue des Champions. Il y avait tout. Il y avait sportivement ton équipe très forte. Il y avait le fait d'être dans une ville à l'étranger où on ne voit que des Brestois partout. C'était que des bons moments. Et puis le fait de se déplacer, tout. Voilà. C'est le souvenir qui restera à jamais. Ouais, vraiment, si on avait à le refaire, on le referait exactement de la même façon, je pense. Exactement. Ouais. Donc, je pense que c'est signe de quelque chose qui s'est bien passé. Et je pense qu'on dira la même chose dans 2, 4, 5, 10 ans. Ça va être quelque chose qui nous marquera et juste qu'on espère à la fois revivre nous et que d'autres aient la possibilité de le vivre aussi, puisque notamment toi, Fange, tu n'as pas eu l'occasion de faire un déplacement pour raison professionnelle, pour raison de tirage au sort également. Et oui, c'est vraiment pas de chance. Mais Donc je note quand même que nos meilleurs moments à tous sont des moments de Ligue des Champions. Et c'est chouette quand même, parce que ça aurait pu être une saison galère. Et on nous prédisait quand même pas mal de galères. Et nous, les premiers, on se demandait ce que ça allait donner. Et finalement, les souvenirs en Ligue des Champions resteront indélébiles et resteront des bons souvenirs parce que on a vraiment été une équipe. Et d'ailleurs, au-delà du simple cadre des cercles du Stade Brestois, quand les gens parlent de Brest, j'entendais des débats l'autre jour sur Strasbourg, sur d'autres clubs, des supporters de clubs qui jouent rien, entre guillemets, des Angevins, des Nantais, etc., des Rennais, en ce moment, qui ne jouent pas grand-chose, qui disaient que ils aimeraient bien vibrer comme l'ont fait les Brestois. Et souvent, c'est l'exemple de Brest qui est pris et c'est pas désagréable. c'est pas désagréable, mais c'est Mais terminé. est-ce qu'au final, Oui. au final, le fait d'avoir une saison qui est, on va dire, somme toute moyenne en Ligue 1, ne permet pas d'apprécier d'autant plus la saison en Ligue des Champions? C'est réflexion que je me suis faite en regardant l'excellent film sur la saison Ligue des Champions. Finalement, c'est bien qu'il n'ait parlé que de la Ligue des Champions. Ça renforce le côté mystique et exceptionnel de la chose. Là où si on avait galéré jusqu'au bout pour se maintenir, ça aurait pris plus de place. Si on avait été dans les places européennes toute la saison, on aurait eu à jouer sur les 2 tableaux, on n'aurait pas forcément autant apprécié. Donc, est-ce qu'au fond, tout n'était pas calculé de finir dans le ventre mou pour juste kiffer comme pas possible? C'est vrai que les larmes des joueurs après une victoire contre le PSV, si on devait mettre les larmes de la défaite à Montpellier juste derrière, le film aurait été peut-être un peu moins agréable. Mais TJ Savanier ou Wabi Kazri qui nous crève, bon, moyen. C'est vrai que le fait d'avoir une Ligue 1 anonyme, comme tu dis, finalement, cette année, mis plus de lumière sur la Ligue des Champions et c'est pas plus mal. Et puis même pour nous, c'est aussi bien qu'il y a eu avec des champions pour passer cette saison, parce que c'est vrai que sinon, elle aurait été pas mal chiante quand même, cette saison. Si on enlève la Ligue des Champions, c'est pas top. Exactement. D'un point de vue footballistique, il aurait manqué pas mal d'émotions, mais c'est ce qui se passera peut-être la saison prochaine. Hein. Maintenant, c'est terminé la Ligue des Champions. Retour au train-train quotidien de se battre comme ça, pour le maintien visiblement. Pour finir, Quentin, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que là, aujourd'hui, on est combien, le 29 mai 2025, on termine, on conclut la 6e saison de Brestonner. Est-ce que aujourd'hui, si je vous pose la question, à votre avis, le Stade Brestois rejouera-t-il la Ligue des Champions? La Ligue des Champions, non. La Coupe d'Europe, je dirais oui. La même chose. Bon. Je ne désespère pas de voir Brest faire quelque chose en Coupe de France un jour.
Je comprends pas parce qu'on nous a dit que le club allait mettre la clé sous la porte, moi. Oui, mais jouer au Stade de France, ça reste le rêve de beaucoup. De Denis Le Saint, notamment. Il y a eu pas mal, il y a quand même d'autres. On se souvient de Calais, évidemment. Ah oui, Calais en CFA qui va au Stade de France. Alors même si on descend en R1 ou en N3, on y croira toujours. Je pense aussi au moment de la saison, on n'a pas fait le pire moment, mais je pense que le pire moment, ça aurait pu être vraiment si on avait fait ce match de Ligue des Champions au Stade de France. Là, vraiment, ça aurait été. Contre Paris. Ah, ça aurait pas été 3-0, 7-0, mais ça aurait été 7-0, 7-0, ça aurait été réglé. Deux matchs à l'extérieur, ça aurait été particulier. Surtout qu'on était excellent d'extérieur cette année, ça valait vraiment le coup. Messieurs, c'est terminé. Mais c'était bien quand même. Hein. Ça reste une saison tout à fait agréable, avec des hauts, des bas naturellement, mais de manière générale, et vous l'avez entendu dans nos notes, hein, ça reste très largement au-dessus de la moyenne. Et ben on se retrouve très rapidement pour une nouvelle saison, la saison 7 de Brest On Air, la saison 7 de Brest en Ligue 1 également. Aucun lien bien sûr hein, entre les deux informations. Mais on se retrouve évidemment très rapidement pour de nouvelles aventures. Peut-être Yann, tu en as parlé brièvement pour parler des déclarations qu'on a pu entendre rapidement et évidemment du mercato, que ce soit dans le sens des arrivées et des départs. Merci messieurs. Merci. Une bonne fin de semaine. Un bon week-end à vous. Un bon week-end naturellement et toujours à Brest, même s'il n'y a pas de match avant quelques semaines, ça va faire du bien aussi de revenir à zéro et de faire une R à Z, bien sûr. Et on va pouvoir regarder un petit peu de vélo. Exactement. D'autant qu'on a un Giro incroyable et qu'on va avoir un Tour de France merdique, comme d'habitude. Évidemment. On connaît, Yann, à la prochaine, Fanche. Et également, bonne fin de semaine à tous. Ciao. Et évidemment, pour terminer, ça reste le moto à Brest. Salut.